Alors, on va parler d'Iran, on va parler de ce conflit au Moyen-Orient, des causes, des conséquences et pourquoi il faudrait bien sûr que l'on fasse attention aux propagandes de part et d'autre et essayer de se prémunir contre ces propagandes-là parce que parfois aussi ça nous met dans des situations qui sont assez délicates et on paye les pots cassés après. Alors, l'actualité, comme vous le savez sans doute, ce sont ces attaques ou ces contre-attaques, voilà, je sais pas, des répliques donc, de l'Iran, donc qui a visé Diego Garcia. Diego Garcia, c'est une petite île britannique, mais où, bien sûr, les Britanniques sont des alliés des États-Unis, donc ils donnent la permission de stationner là-bas leur fameux B2, le gros bombardier, là, voilà, et puis d'autres types d'aéronefs. Et donc, c'est comme un grand porte-avions au milieu du Pacifique, ou bien, voilà, ou bien sur la, côte, la côte est du Pacifique. Et donc, enfin, la côte ouest du Pacifique. Et donc, là-bas, ils peuvent stationner et voilà, lancer comme ils veulent leur BD autres aéronefs. Et donc, l'Iran, en fait, ils ont réussi à cibler avec 2 missiles Diego Garcia. Or, Diego Garcia, c'est à 4000 km de distance et les missiles iraniens n'étaient pas censés dépasser une capacité de 2000 km, n'est-ce pas? Alors, on dit que les charges, quand même, les missiles n'étaient pas chargés, donc ils n'avaient pas de charge explosive, et donc c'est probablement pour cela qu'ils sont allés aussi loin. On dit qu'il voilà, il a chuté en fait dans sa trajectoire au fond de l'océan, et l'autre, on dit qu'il a été intercepté apparemment par un bateau, voilà, un bateau militaire, un navire militaire américain qui a pu le contrer avec des antimissiles. Maintenant, c'est quand même symboliquement, c'est fort. Et d'ailleurs, même le chef d'état-major israélien l'a dit. Il a dit que désormais, bon, eux, c'est aussi pour que les Européens, voilà, se sentent menacés, que eux aussi viennent les rejoindre dans le conflit. C'est comme ça, c'est une bonne guerre. Voilà, donc il dit que les chefs d'état-major israéliens, il dit que Berlin, Paris, Rome, désormais sont à portée de tir iranienne. Donc c'est pour qu'eux aussi prennent conscience, comme ils ont refusé de rejoindre la coalition là, pour libérer soi-disant le détroit d'Ormuz proposé par, par Trump et qui les a traités donc de lâches, les gars de l'OTAN et tous, ces alliés de l'OTAN, ils les a traités de lâches et tout. Donc c'est aussi pour que eux, voilà, ils se disent, ah, on est menacé, ils disent que c'est pas notre guerre. Donc pour eux aussi, c'est oui, si, c'est notre guerre. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé en partie, parce qu'il y a d'autres événements encore qui se sont passés. On sait que les Iraniens hier, ils ont frappé aussi Dimona, qui est une ville où, voilà, dans une partie de Dimona, je pense vers la périphérie, on sait qu'il y a les installations nucléaires israéliennes. Et ils ont frappé également une autre ville qui s'appelle Arad, qui est aussi à quelques kilomètres de Dimona. Et toutes les deux villes sont au sud d'Israël. Et ça a eu le plus grand nombre de blessés. Puis voilà, on espère ils vont se rétablir parce que bien sûr, c'est la paix qu'on souhaite pour tout le monde. La paix, la santé. On ne veut pas de guerre ni de mort, ni de blessures et autres. On ne souhaite que la paix. Donc, on espère qu'ils vont se rétablir. Mais en tout cas, les représailles sont là et les Iraniens, ils ont frappé donc ces deux villes-là israéliennes et ils ont aussi envoyé un message fort en ciblant Diego Garcia. Et donc, vous vous rendez compte que nous sommes à quoi? 3 semaines du conflit. Et alors, les capacités, au début, les analystes, les journalistes, les médias mainstream, qu'est-ce qu'ils disaient? Moi, j'ai rien contre eux. D'ailleurs, je les suis souvent, j'ai rien contre eux. Parfois aussi, ils disent de bonnes choses. Voilà, il faut qu'on dise la vérité. Ils ont de bons journalistes parfois qui disent de bonnes choses. Mais parfois aussi, ils ont quand même des experts qu'ils invitent là sur les plateaux. Et puis certains journalistes aussi, on sent quand même le parti pris et aussi on sent quand même les biais cognitifs, quoi. Voilà. Parfois, c'est tellement flagrant dans certains cas, surtout lorsqu'ils vont parler des Palestiniens ou des Iraniens. Là, franchement, voilà, ou bien même des Russes, le biais cognitif, ça saute à l'œil, ça saute à l'œil, ça rentre dans l'oreille. Voilà, c'est assez clair. Et même si, je le répète, j'ai rien contre eux, et ils font aussi du bon travail parfois. Voilà. Il faut reconnaître quand même le mérite de chacun. Néanmoins, ces analystes, ces journalistes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit au début du conflit? Que, voilà, au bout de quelques jours, les Iraniens, ils n'auront plus de missiles, n'est-ce pas? Ils n'auront plus de missiles. Soi-disant, ils ont fait un calcul là qui est sorti dans la presse que les lancers de missiles ont baissé de 90%. Pour les drones, ça a baissé de 90% aussi. Ce qui d'ailleurs est une contradiction. Parce que si ça a baissé de 90% pour les deux, ils auraient dû savoir que c'est l'Iran qui fait exprès pour économiser ses munitions pour une guerre longue. Parce que c'est évident. Plus que si pour les missiles, on se dit que les Iraniens auront du mal à en fabriquer en pleine guerre parce que leur infrastructure de fabrication de missiles sont touchées. Mais on sait tous, et eux-mêmes, ces analystes-là, ils le disent, que pour les drones, il n'y a pas ces problèmes logistiques-là. Donc ça veut dire que s'ils diminuent le nombre de drones qui sont envoyés,
au même titre, à la même fréquence que le nombre de missiles, ça veut dire que, étant donné qu'ils n'ont pas une contrainte pour les fabrications de drones, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ils auraient dû en arriver à la conclusion que, voilà, ça a baissé de 90%, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de missiles ou qu'ils ne continuent pas d'en fabriquer, tout simplement. Et puis, il y a quand même autre chose aussi qui est un peu bizarre dans cette histoire. C'est que ces arguments-là, c'est toujours parce on veut la paix, on veut la paix. Vous voyez, le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient, ça affecte tout le monde, y compris en Afrique et en Asie, partout, ça affecte tous les pays. C'est-à-dire qu'ils déclenchent la guerre, au début, ils vont te dire, ça va être rapide. Voilà, ça c'est pour calmer tout le monde, pour que les parties, parce que les monarchies du Golfe n'en veulent pas, les pays africains n'en veulent pas, les pays d'Asie n'en veulent pas, les Européens n'en veulent pas, donc ils vont dire, ouais, ça va aller vite, les Iraniens sont faibles, bientôt ils n'auront plus de munitions, on va taper 2-3 jours, c'est terminé. Comme ça, tout le monde va se calmer en se disant, ça ne va pas durer. Après, ça dure. Et ça ne vous rappelle pas une histoire. La même histoire nous a été racontée pour les Russes. Quand ils ont commencé le conflit avec l'Ukraine, c'était les mêmes analystes, les mêmes experts qui venaient sur les plateaux, des médias mainstream, et qui disaient que les Russes, bientôt, ils ne pourront plus lancer de missiles sur l'Ukraine parce que tout simplement, leur économie va s'effondrer. On a vu le ministre de l'économie française qui a dit ils vont complètement faire s'effondrer l'économie russe. On avait Joe Biden qui a dit qu'il va faire de Poutine et de Poutine un paria. Tout ça, ça ne s'est pas réalisé. Et c'est les mêmes analystes, les mêmes experts, les mêmes journalistes qui disent la même chose aujourd'hui pour l'Iran et ils ont déjà dit la même chose pour les Russes et pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, pour Vladimir Poutine aussi, ils ont dit que la guerre sera rapide. Voilà. Au début, ils disaient que les Ukrainiens vont se faire ramasser rapidement. Après, quelques semaines plus tard, quand ils ont vu que les Ukrainiens résistent, ils ont dit que bon, ça sera toujours rapide, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce ne sera pas rapide parce que les Ukrainiens vont perdre vite, mais parce que les Russes vont s'effondrer. Et dans les deux cas, les Ukrainiens, ils ont résisté, les Russes aussi, ils ont continué. Et là, ça fait plus de 4 ans que cette guerre-là dure. Et elle aussi, au début, maintenant ça va un peu, ça avait affecté au niveau des engrais et autres. Vous savez qu'en Afrique, que ce soit l'Égypte, l'Afrique de l'Ouest et tout, les engrais qui viennent le blé, les céréales, tout ça qui viennent d'Ukraine et de Russie, bien sûr, ça affecte nos importations lorsque les canaux de distribution comme ça sont en zone de guerre, n'est-ce pas? Donc, ça avait créé beaucoup de problèmes, notamment en Égypte et pas que, même dans des pays aussi d'Afrique subsaharienne. Maintenant, ça s'est rétabli, mais quand même, c'est pour dire que tout le monde paye les pots cassés de ces guerres-là. Et au début, on nous dit toujours la même chose, ne vous inquiétez pas, ça va aller, c'est rapide, ça va se terminer, l'adversaire, il est faible. Voilà, toujours les mêmes conclusions ou bien les mêmes analyses. Et à la fin, on se retrouve avec des guerres qui sont longues, des populations qui souffrent, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'accord, des choses qui auraient pu se négocier, qui auraient pu se gérer assez simplement par la négociation, la diplomatie. Ben, on se dit que comme l'adversaire est faible, on va le taper dessus, on va en finir avec lui une bonne fois. Les gens qui ne veulent pas de cette guerre-là, diplomatiquement, on calme aussi leur population en disant que ne vous inquiétez pas, ça va vite se terminer. Ça ne se termine pas rapidement. Ça dure, ça dure, ça dure. Au début, on va nous dire 1 mois, après ça va être 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Voilà, c'est comme ça maintenant. La nouvelle géopolitique, c'est dommage que ça se passe comme ça. C'est une remarque que j'ai faite. Je voulais vous en parler parce que je trouve ça dommageable, bien sûr. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ainsi. Et je voulais vous demander aussi votre avis, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez ces similitudes-là des médias mainstream, de leurs analyses de plateau, les anciens généraux qui viennent témoigner sur les plateaux, qui donnent ce type d'analyse? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez effectivement une sorte de fil rouge qui se dégage entre le conflit Ukraine-Russie, où on nous avait donné aussi des analyses et des prédictions aussi qu'ils avaient faites, et ce conflit-là aussi qui vient de se déclencher déjà depuis 3 semaines, ça commence à être assez long. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis, bah, je vous reviens très rapidement avec de nouvelles informations autour de l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et bien sûr la géopolitique. 3 sujets très interconnectés et que je vais aborder avec vous, décrypter, vous donner mon avis, vous donner également l'opportunité, j'espère que vous allez y participer, de donner votre avis, votre opinion aussi en commentaire, partagez pour nous soutenir massivement, likez également pour montrer que vous aimez ce qu'on fait, si bien sûr vous appréciez ce qu'on fait, et abonnez-vous, activez la cloche pour rester en connexion avec nous. Comme ça, à chaque fois qu'on publie, vous savez qu'on a publié, on fera le maximum pour publier tous les jours et du contenu pertinent de haute qualité. Mais pour cela, on a besoin de votre soutien. On ne se lâche pas, on est ensemble. On se dit à très vite. Ciao.